XIVe siècle, la Chine sort d'un long âge de chaos. Les famines ont ravagé les campagnes. Les révoltes ont embrasé les provinces. Et depuis près d'un siècle, l'empire est dominé par une dynastie étrangère, les Yuan mongols. Mais au cœur de ce monde fracturé, un homme se lève, un ancien paysan, un ancien moine, un chef rebelle devenu conquérant. Son nom, Zhou Yuanzhang. En 1368, il chasse les Mongols, fonde une nouvelle dynastie et redonne à la Chine un pouvoir chinois, impérial, centralisé. Cette dynastie bâtira des palais interdits, restaurera les terres, codifiera l'administration, renforcera la Grande Muraille et lancera sur les mers les plus grandes flottes de son temps. Une Chine de mandarins et de soldats, de porcelaine et de canons, de rites, de jardins, de murailles et d'océans. Voici l'histoire des Ming, l'un des empires les plus brillants, les plus raffinés et les plus fascinants de toute l'histoire chinoise. La dynastie Ming naît officiellement en 1368, lorsque Zhou Yuanzhang fonde un nouvel empire après avoir renversé la domination mongole des Yuan. Il prend le nom d'empereur Hongwu. Sa première capitale est Nankin, grande cité du sud, installée près du fleuve Yangtze. Mais au début du XVe siècle, l'empereur Yongle déplace le centre du pouvoir vers Pékin, au nord, face aux steppes et aux anciennes menaces mongoles. C'est là que s'élève la cité interdite. Immense complexe de palais, de cours, de portes monumentales et de salles rituelles. Le cœur politique, symbolique et sacré de l'empire. À son apogée, la Chine Ming domine un territoire immense. Les plaines fertiles du nord, le bassin du Yangtze, les grandes villes côtières tournées vers le commerce, les régions frontalières du Yunnan, du Gansu et du Liaodong, les marches de l'Asie intérieure et l'une des plus grandes populations du monde. La puissance Ming repose sur 5 piliers. D'abord, une bureaucratie confucéenne, examens impériaux, mandarins, archives, recensement, lois, fiscalité, rites d'État. Ensuite, une économie florissante, riz, soie, thé, sel, artisanat, marchés urbains et porcelaine exportés jusqu'au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Puis, une culture du raffinement, peinture de lettrés, calligraphie, jardin, théâtre, romans classiques, encyclopédie, architecture monumentale, mais aussi une puissance militaire, garnison frontalière, artillerie, cavalerie, marine impériale, forteresse et système défensif. Enfin, un symbole colossal, la Grande Muraille, largement renforcée sous les Ming pour protéger l'empire des incursions venues du nord. Les Ming sont un empire de reconstruction, un empire d'ordre, un empire de papier, de pierre, de jade et de feu. Un monde où l'administration classe, mesure et enregistre, où les palais incarnent l'ordre cosmique, où la porcelaine devient un langage universel, et où la Chine, pendant un instant, semble pouvoir regarder à la fois vers la terre et vers les océans. Tout commence dans les ruines de l'empire Yuan. Au XIVe siècle, la Chine est épuisée. Les famines frappent les campagnes. Les inondations détruisent les récoltes. Les impôts écrasent les paysans. Et la domination mongole, installée depuis près d'un siècle, est de plus en plus contestée. Dans ce monde en crise, des révoltes éclatent. Parmi elles, celle des turbans rouges, mouvement populaire, religieux et militaire, qui se soulèvent contre les Yuan. C'est là qu'apparaît un personnage hors du commun, Zhou Yuanzhang. Né dans une famille paysanne pauvre, orphelin après une famine, il devient moine mendiant, puis rejoint les rebelles. Peu à peu, il s'impose. Il rassemble des armées. Il élimine ses rivaux. Il conquiert les grandes villes. Et en 1368, il proclame une nouvelle dynastie, les Ming, la dynastie lumineuse. Zhou Yuanzhang devient l'empereur Hongwu. Son objectif est clair, reconstruire la Chine. Il restaure l'agriculture, repeuple les campagnes, remet en état les canaux et les greniers, réorganise l'armée,
renforce l'autorité impériale et replace les lettrés confucéens au cœur de l'administration. Mais Hongwu est aussi un souverain dur, méfiant, autoritaire. Il veut éviter le retour du chaos à tout prix. Alors il centralise le pouvoir autour de l'empereur. Il surveille les fonctionnaires. Il punit sévèrement la corruption. Il fait de l'État Ming une machine administrative puissante, disciplinée, presque obsédée par l'ordre. Sous son règne, l'Empire renaît. La Chine se relève. Les champs sont remis en culture. Les villes se reconstruisent. Les institutions impériales se reforment. Les Ming posent alors les bases d'un État immense, centralisé et confucéen. Un empire né de la révolte, mais bâti pour durer. Un empire prêt à rayonner. Après Hongwu vient l'un des empereurs les plus ambitieux de toute l'histoire chinoise, Yongle. Son règne, de 1402 à 1424, marque l'un des grands sommets de la dynastie Ming. Yongle veut faire de la Chine le centre incontestable du monde civilisé. Pour cela, il regarde vers le nord, vers les anciennes frontières mongoles, mais aussi vers les mers, vers l'Asie du Sud-Est, l'Inde, l'Arabie et l'Afrique. Il commence par déplacer la capitale impériale. Le centre du pouvoir quitte Nankin pour Pékin, plus proche des steppes, des frontières militaires et des grandes routes stratégiques du nord. Là, Yongle fait construire un palais gigantesque. La cité interdite. Un monde de murs rouges, de toits jaunes, de cours monumentales, de portes sacrées et de salles du trône. Ce n'est pas seulement une résidence impériale, c'est une représentation de l'univers. Au centre, l'empereur. Autour de lui, la cour, les rites, les mandarins, les soldats, les archives, les cérémonies. La cité interdite devient le cœur politique et symbolique de la Chine impériale. Yongle renforce aussi les défenses du Nord. La Grande Muraille est consolidée, prolongée, militarisée. Les garnisons surveillent les frontières. L'Empire veut se protéger des peuples des steppes, mais aussi montrer sa puissance. Et pourtant, l'aspect le plus spectaculaire de son règne ne se trouve pas sur la terre, il se trouve sur l'océan. Yongle confie à l'amiral Zheng He le commandement de flottes immenses. Des centaines de navires, des dizaines de milliers d'hommes, des soldats, des interprètes, des diplomates, des artisans, des marchands, et au centre de ces expéditions, les célèbres navires trésors, symboles flottants de la richesse Ming. Ces flottes ne partent pas pour conquérir comme les empires européens le feront plus tard. Elles partent pour impressionner, échanger, recevoir des ambassades, affirmer la supériorité symbolique de l'empereur et inscrire les royaumes lointains dans l'ordre diplomatique chinois. Les expéditions de Zheng He atteignent l'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Sri Lanka, le golfe Persique, la péninsule arabique, les côtes de l'Afrique de l'Est. Jamais la Chine impériale n'a projeté sa puissance maritime aussi loin. Sous Yongle, les Ming apparaissent comme une puissance mondiale. Un empire de palais et de murailles, mais aussi un empire de ports, de cartes, de jonques et d'horizons lointains. Pendant quelques décennies, la Chine regarde vers l'océan. Et l'océan lui répond. Les Ming ne sont pas seulement un empire de puissance. Ils sont aussi une civilisation du geste, de la forme, du détail. Sous cette dynastie, la Chine impériale atteint un niveau extraordinaire de raffinement artistique et intellectuel. Dans les ateliers de Jingdezhen, la porcelaine bleue et blanche devient l'un des symboles les plus célèbres de la Chine Ming. Fine, lumineuse, presque irréelle, elle circule sur les routes commerciales et fascine les cours d'Asie, du Moyen-Orient, puis d'Europe. Chaque vase, chaque bol, chaque assiette devient une preuve silencieuse du savoir-faire chinois. Mais l'art Ming ne se limite pas à la porcelaine. La peinture de lettrés s'épanouit. Montagnes brumeuses, rivières paisibles, pavillons isolés, pins tordus par le vent. Ces paysages ne cherchent pas seulement à représenter le monde, ils cherchent à exprimer une harmonie, un équilibre entre l'homme, la nature et le cosmos. La littérature connaît elle aussi un âge majeur. Les grands romans chinois prennent forme ou se diffusent largement.
Le voyage en Occident, avec le roi singe et ses aventures fantastiques. Au bord de l'eau, immenses fresques de bandits, de loyauté et de révolte. Mais aussi des récits populaires, des pièces de théâtre, des commentaires savants et des encyclopédies monumentales. L'imprimerie favorise la circulation des textes. Les livres deviennent plus accessibles. Le savoir se diffuse dans les villes, les académies, les familles lettrées. Pendant ce temps, les villes Ming prospèrent. Nankin, Pékin, Suzhou, Hangzhou, Canton. Les marchés s'animent, les artisans produisent, les marchands circulent, les canaux transportent les grains, les tissus, les porcelaines et les impôts. Le grand canal relie le sud fertile au nord politique. Les routes et les voies d'eau unissent les provinces. L'Empire fonctionne comme un immense organisme administratif et économique. Au sommet de ce système se trouvent les mandarins. Sélectionnés par les examens impériaux, formés aux classiques confucéens, ils incarnent l'idéal du gouvernement par le savoir. Lire, écrire, juger, administrer, conseiller l'empereur, voilà leur mission. Le pouvoir Ming repose donc sur une idée fondamentale. Un empire immense peut être gouverné par les rites, les textes, les examens et l'ordre moral. Les jardins impériaux et lettrés deviennent eux aussi des œuvres d'art. Pierres dressées, bassins, ponts, pavillons, arbres soigneusement disposés, tout est pensé pour créer un paysage miniature, une nature maîtrisée, une méditation en pierre et en eau. Les Ming sont un empire de culture, un empire de savoir, un empire de porcelaine, d'encre, de papier et de jardin. Un monde où la beauté devient une forme de pouvoir. Mais aucun âge d'or ne dure éternellement. Derrière les palais, les porcelaines et les jardins, l'Empire Ming commence lentement à se fissurer. Le système est immense, trop immense. Parfois, la bureaucratie devient lourde. La corruption progresse. Les factions de cour s'affrontent. Les eunuques impériaux gagnent en influence. Les mandarins défendent leurs privilèges. Et l'empereur, parfois, se retire loin des affaires du gouvernement. L'empire qui avait été fondé sur l'ordre commence à être paralysé par son propre poids. Sur les côtes, une nouvelle menace apparaît. Les pirates Wokou. Ils attaquent les ports, pillent les villages, perturbent le commerce maritime. Le littoral chinois, autrefois ouvert sur les grandes expéditions de Zheng He, devient une zone d'insécurité. Face au désordre, le pouvoir Ming se replie. La Chine limite progressivement ses ambitions maritimes. Les grandes flottes disparaissent. L'Empire regarde moins vers l'océan, davantage vers ses frontières et ses crises internes. Au nord, la menace des steppes ne disparaît jamais vraiment. Les Mongols restent dangereux. Puis, au XIe siècle, une nouvelle puissance surgit en Mandchourie, les Mandchous. Disciplinés, organisés, ambitieux, ils deviennent peu à peu l'ennemi principal des Ming. Mais le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. À l'intérieur, les catastrophes s'accumulent. Le climat se dégrade. Les récoltes diminuent. Les famines frappent les campagnes. Les impôts deviennent insupportables. Les soldats sont mal payés. Les paysans se soulèvent. L'Empire perd le contrôle de ses provinces. Des rébellions éclatent. Parmi elles, celle de Li Zikeng, chef rebelle issu du monde paysan qui marche vers la capitale. En 1644, Pékin tombe. Le dernier empereur Ming Chongzhen se suicide sur une colline près de la cité interdite. La dynastie s'effondre. Au nord, les Mandchous franchissent la Grande Muraille et s'emparent du pouvoir. Ils fondent une nouvelle dynastie, les Qing. L'empire Ming disparaît, mais son héritage demeure. Dans la cité interdite, dans la Grande Muraille, dans la porcelaine bleue et blanche, dans les jardins de Suzhou, dans les romans, les peintures, les rites et l'imaginaire chinois. Les Ming furent une dynastie de renaissance et de grandeur, mais aussi une dynastie de contradictions. Un empire capable d'envoyer des flottes jusqu'en Afrique, puis de se refermer sur lui-même. Un empire obsédé par l'ordre, mais finalement dévoré par le désordre. Un empire de beauté,
tombé dans la crise. Et c'est précisément pour cela qu'il continue de fasciner. La dynastie Ming fut l'un des grands sommets de la Chine impériale. Un empire né du chaos, mais bâti sur l'ordre. Un empire fondé par un ancien paysan devenu empereur. Un empire capable de reconstruire les campagnes, de restaurer l'autorité impériale, de renforcer les frontières et de gouverner l'une des plus grandes populations du monde. Les Ming furent un empire de reconstruction et de puissance. Un âge d'or artistique et culturel. Une civilisation de porcelaine, d'encre, de jardins et de palais. Une puissance maritime capable d'envoyer ses flottes jusqu'aux côtes de l'Afrique. Un monde de mandarins, de rites, d'examens et d'administration. Un symbole de raffinement, d'ordre et de monumentalité. Mais les Ming furent aussi un empire de contradictions. Ils ouvrirent la Chine sur les océans avant de se replier. Ils bâtirent un État obsédé par l'ordre, mais finirent dévorés par la corruption, les famines et les révoltes. Ils renforcèrent la Grande Muraille, mais ne purent empêcher la chute venue du Nord. En 1644, la dynastie disparaît, mais son héritage demeure, dans la cité interdite, dans les murailles du Nord, dans les porcelaines bleues et blanches, dans les romans classiques, dans les jardins de pierre et d'eau, dans l'image même que l'on se fait encore aujourd'hui de la Chine impériale. Les Ming ont façonné durablement l'histoire, l'art et l'imaginaire chinois. Un empire de soie, de porcelaine et de grandeur. Un empire de palais, de rites et d'océans. L'empire du dragon céleste. Après la Chine des Ming, nous quittons les palais rouges de Pékin, les porcelaines de Jingdezhen et les flottes de Zheng He. Nous repartons bien plus loin dans le temps, vers l'Inde antique. Là, un conquérant va bâtir l'un des plus vastes empires de l'histoire de l'Asie du Sud. Un empire de rois, de stèles, de routes et de capitales monumentales. Un empire né de la guerre, mais transformé par une idée nouvelle, gouverné par la loi, la morale et la tolérance religieuse. Son souverain le plus célèbre s'appelle Ashoka. D'abord conquérant impitoyable, il deviendra l'un des grands symboles du bouddhisme et du pouvoir juste. Dans le prochain épisode des civilisations du monde, la dynastie Maurya, l'empire d'Ashoka.